Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. Il y a 3 semaines environ, la population était alertée sur une pollution des eaux à l'aluminium, 2000 microgrammes par litre, soit 10 fois plus que les valeurs de référence de qualité fixées à 200 microgrammes. De quoi inquiéter la population qui au final n'était alertée que 8 jours après les résultats d'analyse. Un délai dû au temps de traitement des échantillons qui peuvent prendre jusqu'à 72 heures pour la bactériologie. Quid des 5 jours restants et de l'origine de la contamination. Nous nous sommes donc rendus à l'Agence régionale de santé en savoir plus sur qui fait quoi en termes de contrôle de la qualité de l'eau et si l'agence a le pouvoir de décider si la ressource est impropre à la consommation ou non. Elle s'en remet souvent à la bonne foi des producteurs qui ont obligation d'effectuer des autocontrôles quotidiens, visiblement. Le reportage. On dit que l'ARS est responsable de beaucoup de choses, mais on est surtout responsable du contrôle sanitaire en toute indépendance, puisqu'on est un peu le gendarme de la qualité de l'eau. Et vous avez vu avec les prélèvements de terrain, plus les explications de techniques pour le traitement des analyses, qu'est-ce qu'on faisait de toutes ces informations? Ce qu'on a fait de ces informations, on vous l'a expliqué, il y a un temps de latence entre les analyses. Les premières analyses ne sont pas forcément celles sur lesquelles on se base, donc on peut faire des recontrôles pour vérifier déjà qu'il n'y a pas un problème, parce que quand on a des valeurs extrêmes qu'on n'a jamais vues avant, on se pose toujours des questions. C'est une situation qui était techniquement liée aux événements climatiques absolument abominables qu'on a eu récemment. Voilà, on demande à des usines de traiter des eaux qui sont très turbides parce que de nombreuses pluies ont entraîné de la boue avec les eaux, et il faut quand même arriver à traiter ces eaux très chargées, et pour ça on n'a plus qu'un seul moyen, c'est le sulfate d'alumine qui permet de floculer, c'est-à-dire de faire des grosses particules qui ensuite vont être filtrées. Cette filtration a eu un problème technique et on s'est retrouvé avec du sulfate d'alumine qui a été dans le réseau. Bon, maintenant la situation est redevenue à la normale, mais ça a été un dépassement qui était techniquement aussi lié à tous les événements climatiques qu'on a eus. Au niveau du producteur d'eau, la personne responsable de la production et de la distribution de l'eau, PPRDE, oui, il a une obligation, il a 3 obligations. Il a l'obligation de surveiller quotidiennement l'état de son réseau. Donc toute fuite, casse, etc. doit nous être remontée. Il a l'obligation de faire aussi journellement un autocontrôle. Cet autocontrôle est lié à l'emplacement et à la vulnérabilité du captage. On ne va pas demander à un traiteur d'eau de faire l'analyse de la chlordécone régulièrement sur les captages du nord de Grande Terre, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas. Par contre, sur Basse-Terre, c'est ce qu'il fait. Il fait des contrôles mensuels sur la chlordécone. Voilà. Donc ça, il a aussi l'obligation de faire cette remontée, mais aussi tout ce qui pourrait être anomalie type chlore à zéro ou chloramine importante, enfin, toute anomalie physico-chimique qu'il trouverait. Et puis, il a obligation c'était la 3e obligation, de nous faire remonter toutes les informations, tous les dysfonctionnements de son réseau. Ce qui nous permet, nous, de prendre la mesure du problème et d'intervenir rapidement. Si on nous dit le lundi matin, on a une casse samedi, dimanche sur la chloration, à ce moment-là, le lundi, nous on programme un prélèvement sur le lieu de ce problème technique. Il faudra effectivement qu'on continue à creuser pour cette histoire de la qualité de l'eau. Et la prochaine étape, ce seront les producteurs, puisque, comme je vous le disais, ils sont chargés d'effectuer des autocontrôles normalement quotidiennement et alerter ensuite effectivement l'Agence régionale de santé qui, elle, fait le relais ensuite avec les municipalités. Des délais qui sont parfois trop importants, vous l'aurez compris. Et à l'occasion de la Semaine nationale du goût, les apprentis de l'URMA étaient invités à cuisiner 100% local. Une mise à l'honneur des produits made in Guadeloupe et de la nouvelle volonté effectivement de tendre vers cette autonomie alimentaire. Le reportage. Nous sommes dans la Semaine nationale du goût
Donc, il était évident pour nous qui sommes relativement reliés à l'alimentation par les formations que nous mettons à disposition, de participer à cette journée, cette semaine du goût. Donc, aujourd'hui, nous allons primer les mets rasiers, les goûts d'antan, les produits locaux et surtout faire découvrir à nos élèves les produits de première nécessité que nous avons en Guadeloupe, et notamment le fruit à pain, la banane, la canne, etc. Enfin, et puis tous les fruits que nous pouvons, transformer. Donc, vous savez, aujourd'hui, nous manifestons notre volonté à aller vers le consommer local. Le consommer local, le traditionnel. Et donc, je pense que c'est quelque chose de bien pour mettre en avant notre savoir-faire et surtout authentifier nos goûts et puis revenir au goût d'antan, qui est, ma foi, est fondamental pour notre jeunesse, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la malbouffe existe, faut pas l'ignorer. Et si nous pouvons mettre ces genres de manifestations sur le territoire pour pouvoir faire découvrir notre savoir-faire en matière culinaire, en matière de transformation, c'est une bonne chose pour notre jeunesse. L'objectif, c'était de faire prendre conscience du patrimoine rasier, remède rasier que nous avons. Comme dans la partie culinaire, je fais comprendre aux jeunes que les grands chefs étoilés gastronomiques se font, c'est justement ces herbes qu'eux ils utilisent et par leurs méthodes et les techniques qui donnent une saveur, une identité particulière. Et chose que nous avons ici, nous avons un patrimoine riche et il faut qu'ils apprennent à connaître et à pouvoir doser et utiliser. La semaine du goût tombe aussi au même moment que la semaine de la science. Donc pour moi qui suis scientifique de formation, donc pour moi c'est tout à fait important. Et aussi l'autre enjeu aussi, c'est, comme je disais, pédagogique. C'est d'autant plus qu'on est dans une île où on a une grande richesse en matière de biodiversité, et c'est encore plus vrai avec nos plantes, nos remèdes radiés, mais aussi qui servent aussi de condiments. Et il faut savoir aussi que c'est vrai que malheureusement, en fait, la jeunesse actuellement pas très bien connecte les plantes. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est de savoir qu'un jeune connaît mieux les menus des grandes enseignes, je ne vais pas citer de nom, mais de grandes enseignes ici, que nos propres plantes. Donc pour moi, c'était tout à fait important, c'était un challenge pour moi de faire cet échange avec les jeunes pour justement leur permettre de valoriser, on va dire, nos produits locaux qui sont aussi des condiments. Un reportage signé Olivier Félix. Et les sinistrés de la ZAC de l'Aiguille à Goyave, eux, ont reçu aujourd'hui des paniers fraîcheurs. Au menu, des fruits, légumes et produits agro-transformés venus directement du Nord-Bastère et de Goyave, principalement. Le reportage. Alors aujourd'hui, on a une opération de solidarité avec la communauté d'agglomération du Nord-Bastère qui va faire une distribution de paniers de produits alimentaires aux sinistrés de la commune de Goyave et particulièrement dans la ZAC de l'Aiguille. Alors, ça s'inscrit dans le cadre d'une démarche que la CNBT a mis en place dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté de l'État. Et on a fait appel à un agriculteur local qui a participé aussi à cet effort de solidarité en faisant une très bonne remise sous son prix pour nous permettre d'avoir des produits frais, des ananas, des produits agro-transformés. Et ça va permettre de participer à l'amélioration de la santé des individus. Ces produits agricoles qui vont être livrés sous forme de panier, c'est de la production agricole bio sous le Nord-Bastère. Et ça répond parfaitement à la volonté qui est affichée par la communauté d'agglo d'avoir des produits ou une politique de haute qualité environnementale. Donc vraiment, ce sont des produits qui vont permettre d'apporter une forte contribution à la santé des Goyaviennes et des Goyaviens, et particulièrement pour une partie de la population sinistrée. Bonjour tout le monde. Donc c'est la communauté d'agglomération du Nord-Bastère. D'accord, enchanté. Les collaboratrices et collaborateurs de M. Losbar. Ah, d'accord. Et avec un agriculteur de Goyave, on a pris des produits bio, des fruits et légumes, ananas, bananes, géomon, avocat. Oh là là, j'aime bien. Pour la santé. Voilà, pour la santé. Surtout je suis diabétique. On m'a donné l'insuline et puis j'ai été m'endormir encore parce que ça fatigue. D'accord. Ça fatigue. On a le maire qui nous soutient dans les épreuves difficiles
et qu'il fait tout en place pour nous reloger et pour nous donner le nécessaire qu'il faut. Après Fiona, même avant Fiona, le maire est venu me rendre visite avec toute la boue qu'il y avait à l'intérieur. Et même après, on a eu des dons alimentaires, des denrées, des vêtements pour nos enfants. Le lycée de Blanchette-Gourbert, lui, organise son mois du créole. On est en octobre, il ne faut pas l'oublier, mais il n'y a pas beaucoup de manifestations cette année. Je pense que vous avez remarqué. En tout cas, pour le corps enseignant de cet établissement, le français et notre langue maternelle doivent cohabiter. Et au-delà de la langue, c'est toute notre culture qui doit être mise en avant et enseignée. Le reste en images. Nous sommes dans cette direction-là, c'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte que le créole soit reconnu comme une langue. Je dis reconnu, c'est déjà le cas, mais ce n'est pas suffisamment ancré dans l'esprit des gens. Et c'est ce que nous essayons de mettre en avant, que le créole est une langue, qu'il a son mode de fonctionnement. Et voilà, et donc on a profité du mois du créole pour le dire encore une fois, pour faire comprendre aux élèves que, bon, c'est bien bon de parler créole, mais il faut savoir que c'est une langue, que ça fonctionne comme n'importe quelle langue et on peut tout faire, on peut tout dire en créole. Voilà, et pas seulement des mauvaises choses. Voilà. Nous menons bidon qui casse mieux et ça nous allons essayer de mener tamboula, nous allons essayer de mener mais tout qui dit là langue là, mais c'est tout ça qui a fait qu'il dit là. Donc une tamboula, mais c'est aussi j'en va parler, j'en va vivre, ça on va manger, ça on va dire, j'en va comportation et ça dans ce sens là ça nous allons essayer parler des langues là, parler d'un Guadeloupe aussi qui passe dépasser ou passer pour aussi au vrai richesse à pays ayo et chansonnier d'être envie de naturellement bilingue, d'être français créole tous les jours en vie ayo et vraiment que ça soit une chance et c'est ayo de mettre ça devant. Aujourd'hui, milite pour que cette langue-là soit reconnue et soit utilisée, ait son statut. C'est-à-dire que, en fait, nous ne cherchons pas forcément à mettre une langue en compétition avec une autre, mais disons que nous avons ces deux langues-là, mais les deux doivent cohabiter sans difficulté, sans problème particulier. C'est notre choix, c'est notre combat en tout cas. On va participer bien, c'est vrai que des ni ça qui connaît, ni on l'autre qui pas connaître et nous avons bien comprendre que c'est que ou pas connaître, que ou pas valoriser ça on y. Et première idée là c'est qu'il faut y temps ni, faut y vrai ni qui marque en créole, faut y vrai que ni des monde qui marqué créole, faut y vrai que créole son langue à douceur, son langue à l'amour, c'est une langue. Et comme son langue, c'est un peuple, et comme son peuple, c'est un qui petit, et tout ça, c'est yo, et son force yoni, et son atout yoni, et puis on met ça devant. Le réseau caribéen de prévention des risques côtiers en lien avec le changement climatique présente le résultat de ces 4 ans d'études. Des travaux qui améliorent les connaissances sur les mouvements océaniques, la submersion marine, la dégradation des littoraux et l'érosion côtière. Reste à intégrer ces solutions dans l'urbanisme en aménageant le territoire de manière durable. L'idée, éviter les zones littorales et protéger les mangroves comme d'habitude. Des projets de réensablement par contre des plages devraient aussi voir le jour. Le reportage. Le projet Caribe Coast a été très riche en résultats. C'est 4 années de travail avec 11 partenaires de France, mais aussi de l'ensemble de la Caraïbe. On a travaillé sur l'amélioration des connaissances sur le fonctionnement de l'océan dans la Caraïbe, les impacts en termes de submersion marine, de l'impact du changement climatique aussi sur les littoraux des îles de la Caraïbe et sur des méthodes innovantes pour pouvoir prévenir les risques d'érosion côtière. L'État porte de façon très prioritaire la politique de prévention et de gestion des risques naturels. Donc on va tirer tout un tas d'enseignements du projet Caribe Coast et notamment des données assez fondamentales pour établir ce qu'on appelle les plans de prévention des risques naturels majeurs qui sont à l'heure actuelle en phase de révision sur la Guadeloupe. La préconisation principale, c'est de mettre en place un aménagement du territoire qui soit durable, c'est-à-dire de ne pas installer des enjeux, des maisons, des activités économiques dans des zones dont on sait qu'elles sont exposées aux risques littoraux. Nous avons aussi des enseignements en termes de solutions fondées sur la nature. Utilisons la nature pour nous protéger. Les mangroves, les récifs coralliens, la végétation de plage sont des écosystèmes qui nous protègent. Si on les préserve, on se protège aussi.
toutes les initiatives et toutes les solutions qui sont, enfin les expériences, le retour d'expérience qui sont présentés vont servir, parce que effectivement il y a les risques naturels majeurs et puis il y a aussi d'autres phénomènes qui sont l'érosion du trait de côte. Et là il y a des expériences particulièrement utiles qui vont trouver des débouchés pour adapter nos territoires aussi guadeloupéens qui sont soumis à l'érosion du trait de côte. Donc bien sûr on va se saisir aussi de tout ce retour d'expérience pour travailler avec les collectivités pour mettre en œuvre des solutions adaptées au territoire. Ce projet, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à la fois aux élus, aux décideurs, mais aussi aux citoyens qui peuvent, chacun à leur niveau, mettre en place des solutions pour pouvoir aider à anticiper ces risques majeurs. Des solutions fondées sur la nature, avec la préservation des mangroves, des solutions qui vont peut-être aller vers le réensablement de certaines plages. Enfin, voilà, c'est en termes d'aménagement du territoire, donc c'est des choses qui vont être étudiées en lien étroit avec les collectivités qui sont en charge aussi de l'aménagement du territoire, mais on peut en tirer des enseignements, enfin, et porter en tout cas ces solutions dans nos territoires. Il reste beaucoup de choses à faire. Il reste à intégrer en fait les informations issues de ce projet dans l'urbanisme, dans la planification spatiale. Et puis chacun, en faisant attention sur les plages à ne pas détériorer la végétation, peut aussi aider à son niveau. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et les élèves de 7 écoles de la ville de Morne-à-l'Eau sont prêts pour affronter les catastrophes naturelles, en théorie en tout cas. Ces jeunes ont reçu aujourd'hui leur bouclier de la résilience, un trophée pour les encourager à poursuivre la sensibilisation aux risques naturels, dont les séismes. Le reportage. 7 établissements et écoles qui ont obtenu le bouclier de la résilience. C'est le signe qu'ils sont très bien préparés, qu'ils se sont très bien préparés face à des risques majeurs. Et évidemment, nous sommes très fiers d'eux. Et en même temps, nous espérons que cela se développe encore en Guadeloupe, parce que je pense que toutes les écoles, tous les établissements scolaires devraient se préparer au mieux pour la prévention des risques majeurs. Ce sont les premiers acteurs, les futurs citoyens de demain. Et à ce titre-là, c'est important qu'ils soient prêts à réagir, à connaître les comportements qui sont adaptés aux catastrophes. Mais ils sont aussi vecteurs de cette information. Ils sensibilisent autour d'eux les familles, les copains. Et ça participe à la culture du risque. Je trouve ça que c'est important parce que je suis lycéenne, je suis élève, je suis enfant. Et je trouve ça important de sensibiliser tout le monde pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, de comment réagir face à un risque. Par exemple, les tremblements de terre, inondations, tout ça. On est très fiers de recevoir ce prix. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de sensibiliser les jeunes aux risques sismiques. Et voilà, ce prix est un encouragement pour poursuivre. Et voilà, j'espère que de plus en plus de jeunes intégreront donc ce risque sismique dans leur vie future. Et puis être prêts au futur séisme en particulier, puisque nous, on travaille sur le risque sismique, surtout au lycée. Nous avons bon nombre de risques majeurs, donc c'est très important pour nous, surtout pour la prévention, parce que parfois quand les administrés ne sont pas prévenus, on a beaucoup de catastrophes. Donc, et à la mairie de Morne-à-l'Eau, à la municipalité, on est très sensible à ça. C'est un territoire qui connaît quand même de nombreux risques majeurs et se préparer permet justement d'y faire face de façon la plus adaptée possible avec cette préparation-là sur le plan opérationnel et culturel, avec ces actions éducatives et la formation de personnes ressources sur le territoire. Et maintenant, je reçois en plateau Karina Cassin-Bourguignon, directrice commerciale chez la Seigneurie. Elle est en compagnie de Yannick Lebrec, le directeur général de la Seigneurie. Ils sont tous deux en présence d'Emmanuel Moutumalaya, vice-présidente du GED, et Isabelle Boutin de l'association Drepano-Doubout. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, à l'initiative effectivement de la Seigneurie, une marche va être organisée en faveur effectivement de la lutte contre la drépanocytose. Donc, je vais m'adresser à vous dans un premier temps. Est-ce qu'on peut dire que la prise en charge des personnes atteintes de la drépanocytose est correcte en ce moment? On sait qu'il y a eu pas mal de problèmes les mois passés, notamment avec la gestion Covid. Est-ce qu'on peut dire que maintenant tout le monde est bien pris en charge?
Moi, je dirais, en ce qui concerne la pédiatrie, parce que bon, je peux parler que de la pédiatrie, parce que je suis maman d'un jeune garçon drépanocytaire. En pédiatrie, elle a toujours été bien prise en charge. Donc, dès qu'on arrive, le drépanocytaire est prioritaire. On s'occupe tout de suite de lui. On sait ce que c'est que la drépanocytose en Guadeloupe, enfin, à l'hôpital de Guadeloupe. Donc oui, pour les petits, oui, je pourrais dire que oui. Donc pas de rupture de soins pour eux, ça s'est bien passé. Mais ça dépend. Par contre, par exemple, pour faire un échange transfusionnel, malheureusement, en ce moment, il n'y a pas de kit. Les appareils sont là, mais il n'y a pas de kit. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc obligé de faire l'échange transfusionnel à la main. D'accord, donc c'est un peu plus long. Un peu plus long. Un peu désagréable. Désagréable et un peu dangereux après parce que ça fait la surcharge en fer augmente. Donc ça serait mieux d'utiliser l'appareil. De votre côté, quel est votre constat ? Alors, de notre côté, la prise en charge, elle est encore, je dirais, minime. Il manque encore du travail, puisque les adultes, en fait, se plaignent beaucoup de la prise en charge au niveau des urgences et même au niveau du service même, après le passage aux urgences. Oui, donc je dirais qu'il y a encore du travail à faire. Le protocole, s'il y a au niveau des urgences, en tout cas, n'est pas suffisant pour les adultes. Trop d'adultes sont laissés pour compte dans les couloirs, trop de souffrance, trop d'attentes. Non. Alors autant pour les enfants ça va, autant pour les adultes. Autant pour les adultes, ça laisse beaucoup encore à désirer. Donc il faut accentuer la sensibilisation. Oui. Et pas que sur, je dirais, la prise en charge au niveau de l'hôpital. Puisque les adultes même, je dirais, au niveau de la drépanocytose, il y a encore beaucoup à faire. Souvent, on avait tendance à parler des enfants, et les adultes, en fait, étaient un petit peu laissés pour compte, on était un peu oubliés. Donc là, depuis quelques années, donc on se révolte, on essaie en tout cas de se faire entendre, puisque jusqu'à maintenant c'est toujours pas suffisant. Et voilà, donc on essaie de pousser des cris et on espère qu'un jour on sera entendu, mais à tous les niveaux, pas uniquement niveau hospitalier, mais à tous les niveaux, puisque professionnellement parlant, c'est la stigmatisation. Donc c'est souvent oui, vous faites semblant, en fait c'est souvent ce qu'on entend en fait, et ça on en a marre d'entendre que vous faites semblant, mais oui, tout à l'heure elle était bien, maintenant elle dit que ça va pas. On minimise votre pathologie. Ah oui, beaucoup trop. Donc effectivement, il faut arriver à faire passer le message. Est-ce pour cela effectivement que la Seigneurie s'associe à cette cause ? Oui, on a très bien entendu, elles l'expriment très bien toutes les deux. En tout cas, elles donnent envie, elles nous ont convaincus. En plus, dans l'entreprise, on a tendance, c'est pas qu'on aime bien les causes, c'est pas du tout ça, c'est que on a envie de partager avec les gens, et on a envie collectivement de travailler sur des causes intéressantes. Je ne cache pas aussi que Karine est très convaincante en termes pour s'investir. Donc on l'a fait. Et puis il y a une chose qui est très importante, c'est que nous on a une forte notoriété en Guadeloupe, et c'est bien. Je veux dire, c'est bien économiquement, évidemment, c'est bien. Mais c'est bien de la faire partager. On a l'occasion de faire profiter d'une forte notoriété justement une cause comme vous venez de le soulever. Et ça c'est vraiment très intéressant. C'est plus facile pour nous de faire venir des gens, tout simplement. Ça, c'est notre action prioritaire. Et puis après, d'organiser d'autres choses derrière, de la logistique, des choses comme ça, de récupérer des dons pour justement faire profiter les associations, que ce soit sur la recherche, sur l'accompagnement des familles, des malades. Voilà, on a ce pouvoir, donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc vous organisez cette course, marche ou cours de 6 km, tous en blanc. C'est le dress code ? Exactement. Très bien. Et associé effectivement à cette marche, il va donc y avoir un village santé organisé. Donc là, ce sera vraiment pour accentuer autour de la communication, permettre aux associations de partir à la rencontre du public.
Voilà, donc il y a un stand, il y aura beaucoup de stands, donc, dont des stands d'information et de sensibilisation, d'où le GED et Drépanodoubou. Donc la population est invitée à venir nous rejoindre. Les drépanocytaires, non drépanocytaires, je dirais la drépanocytose, c'est l'affaire de tous. Donc on invite tout le monde à venir nous rejoindre. Le village santé que nous aurons sur place donc permettra de présenter cette maladie, de présenter les produits, puisque bon, on aura des personnes qui ont fait aussi de la recherche au niveau de cette maladie et qui pourront justement mettre à disposition des drépanocytaires, des familles, tout l'accompagnement, expliquer aussi le parcours, puisqu'on aura un jeune qui sera avec nous, qui sera exposant, mais qui expliquera aussi son parcours en tant que drépanocytaire, et en tant que chef d'entreprise, puisqu'il est devenu chef d'entreprise. On a un jeune aussi qui est drépanocytaire et qui fait des études de médecine, donc il pourra aussi donner son parcours, son vécu, et avec Emmanuel et Isabelle, donc le parcours sera renforcé. Les exposants qui se sont engagés à venir sur le stand se sont aussi engagés à reverser une part de la recette du jour aux deux associations. Ce sera reversé à part égale. Et c'est une cause qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Donc on va commencer dès demain vendredi. Alors, pourquoi qui avait motivé un petit peu tout ça, donc dites-nous. Alors, il faut savoir que depuis 2 ans, nous faisons des levées de fonds. On a commencé par Octobre Rose et cette année, on s'est dit qu'il fallait aider une association. Et la drépanocytose étant une maladie héréditaire, parce qu'on ne devient pas drépanocytaire au cours de sa vie, c'est soit on l'est, soit on ne l'est pas. On peut être un porteur sain, ça veut dire que on a des parents, on a un parent qui est porteur du gène et du coup, qui transmet à son enfant. Et si bien que ça peut dépendre aussi, il y a des enfants qui seront SS ou SC, donc ils prennent des gènes des deux parents et là ils sont malades. Donc pour nous, ça nous tenait à cœur. Pourquoi? Parce que en Guadeloupe, vous avez très peu d'informations. Vous avez beaucoup d'informations sur le cancer, sur d'autres maladies, alors que la drépanocytose, c'est la première maladie génétique au monde qui touche essentiellement la population antillaise, noire, africaine. Et là, on a très peu d'informations dessus. Donc on a voulu sensibiliser, si bien que le parcours sera un parcours santé, on sera à la rencontre de la population. On aura aussi, puisque le parcours il est accessible aux personnes en situation de handicap, donc on aura aussi des personnes en fauteuil roulant qui vont nous accompagner et on sera là, on sera avec masque à clé, donc on marchera au rythme aussi de masque à clé. Donc j'invite tout le monde à venir nous rejoindre dès demain, puisque demain on a aussi une journée porte ouverte où on va parler aussi de la maladie. Alors, donc la seigneurie, c'est pas que la vente. Départ à la seigneurie. Départ arrivé devant la seigneurie. Donc on a 6h du matin à Petit Pérou. Et on a aussi la marche des enfants, 1 kilomètre pour les enfants. Donc les enfants aussi sont invités à marcher dès 4 ans. Donc ils feront un petit parcours, départ-arrivée. Donc au point de Monsieur Bricolage, au point de la pharmacie Capé et demi-tour, arrivé devant nous. Très bien. Donc, voilà. Et il y aura plein de surprises puisque des artistes ont accepté de nous suivre, de nous accompagner dans notre projet. Donc les bénévoles sont là, ils ont dit oui à la cause et ils nous accompagnent. Donc il y a une petite participation quand même, mais tous les dons seront reversés donc aux associations. On demande 5 € à chaque participant et on remet 100% des 5 € de la recette. On peut appeler ça une recette aux associations. Voilà. Très bien. Les inscriptions sont déjà ouvertes? On a déjà plus de 300 inscrits. Donc, on continue. Donc, jusqu'à samedi, venez vous inscrire. Dimanche matin, rejoignez-nous et tous en blanc, nous partons en direction des Abîmes pour découvrir les petits parcours des Abîmes. Alors, pour s'inscrire, c'est www.chrono-univers.com ou sur place. Au magasin de Seigneurie à Petit Pérou. Voilà, dans les magasins Seigneurie, exactement. Et le mot de la fin pour mesdames? On tient à remercier donc la Seigneurie et en l'occurrence Karine surtout donc pour cette magnifique action. Puisque c'est vrai que, comme on dit, la drépanocytose, on entend, mais ça ne reste pas. L'information ne reste pas. Donc, et il faut justement qu'on arrive à pouvoir faire entendre notre cri. Voilà. Et merci à Canal 10 de nous laisser pousser ce cri. Il faudra qu'on se voit de façon plus ample quand même, puisque parler du quotidien, ça m'a interpellé que vous nous disiez justement que on avait du mal à vous croire, puisque c'est pas visible, c'est pas quelque chose qui est forcément visible, ça se ressent surtout de l'intérieur, et donc c'est malheureusement un handicap invisible.
Voilà, et c'est un peu la même problématique justement que les règles douloureuses. On ne le prend pas en considération parce qu'on ne comprend pas trop bien ce qui se passe. Voilà. Donc on se reverra de façon un peu plus longue. Merci en Avec tout cas plaisir. pour votre passage et merci à la Seigneurie effectivement de vouloir mettre en lumière cette cause qui est effectivement largement moins traitée que les autres. Merci encore. Merci. Et 12 petits Lamantinois s'envoleront bientôt pour le top départ de la route du Rhum à Saint-Malo. Ils accompagneront le skipper Rodolphe Seffo. Le reportage. Les petits collégiens de Lamentin ont de la chance. Cette chance-là, c'est d'être à Saint-Malo pour le départ, c'est de voir, c'est de toucher ce qui jusqu'à présent était du domaine du rêve et de voir des étoiles dans les yeux des élèves, de concrétiser des choses, de leur donner des perspectives. Il faut que nous osions la mer parce que la mer fait partie de notre environnement immédiat qui doit être pour nous un patrimoine qui contribue à notre développement humain, notre développement sportif, notre développement culturel et aussi financier et économique. Ça contribue à tout cela. Et puis à la formation des hommes. Et c'est pour ça que je félicite ici le collège de Lamentin et je félicite bien sûr toute l'équipe qui dirige le collège ainsi que Madame le principal qui aujourd'hui ont mis en place cette manifestation qui nous permet effectivement d'être dans un partenariat avec un skipper de renom qui est Rodolphe Seffo. Pour eux, susciter des vocations, le goût, l'envie, en fait, c'est surtout ça, c'est-à-dire à travers son vécu, son témoignage, donner envie à certains jeunes de, pourquoi pas, s'orienter vers les métiers de la mer et de penser que ça peut aussi être pour eux la route du Rhum, en fait. Donc voilà, on vit sur une île et très souvent, finalement, on n'ose pas la mer. Donc c'était vraiment ça à la base, on va dire, le leitmotiv de ce projet. La route du Rhum, au-delà de l'aventure solitaire, donc l'aventure sportive solitaire, mais aujourd'hui, c'est avec ce partenariat particulièrement, c'est l'occasion de pouvoir transmettre, de pouvoir ouvrir aussi ce fameux rêve de large à la population lamantinoise, à la Guadeloupe de façon générale. Et pour moi, c'est une réelle fierté de partir sur ce projet avec ces jeunes et de leur faire vivre en fait cet événement international qu'on a la chance d'avoir en Guadeloupe, mais non pas que de la télé, mais vraiment de l'intérieur. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.